Sœur Claire avait 58 ans lorsque commencèrent les nuits secrètes. Elle ne les avait ni planifiées ni recherchées. C'est arrivé par un enchaînement d'événements qui transforma sa vie, si soigneusement organisée, en quelque chose d'inconnaissable. Tout commença en septembre au couvent Notre-Dame de Bordeaux, cette ville de vin et d'histoire, où la Garonne coule paisiblement et où un couvent du XVIIe siècle abritait 9 religieuses dévouées au travail social. Le jeune homme apparut par un après-midi pluvieux. 28 ans, peut-être 30, grand, trop maigre, des vêtements usés mais propres, un sac à dos cabossé sur le dos. Des cheveux noirs et mouillés collés à son front, des yeux sombres emplis d'une lassitude qui dépassait le simple physique. Il frappa timidement au portail. Claire était chargée de recevoir les visiteurs. Elle ouvrit. « Puis-je vous aider ?» Il parlait français avec un fort accent. Arabe peut-être. Syrien. « Excusez-moi de vous déranger, on m'a dit au refuge que les couvents proposent parfois du travail, pour le gîte et le couvert. Je suis travailleur, n'importe quoi, jardinage, ménage, réparation. » Son regard suppliait, mais sa fierté le maintenait droit. Claire savait que le couvent employait parfois des personnes en difficulté. La mère supérieure était pragmatique. Ils avaient du travail. Si quelqu'un en avait besoin et pouvait le faire, c'était un échange équitable. « Non ?» demanda-t-elle. « Karim, » répondit-il. « Karim Almassi. » « Claire, attendez ici. » Elle consulta Mère Françoise, 63 ans, la sage responsable de la communauté. Françoise aperçut Karim par la fenêtre. Sans doute un réfugié, syrien d'apparence. Nous avons besoin d'aide au jardin. Henri est parti le mois dernier. On lui propose 2 semaines à l'essai. Une chambre dans la dépendance, 2 repas par jour, un petit salaire. On verra comment il se débrouille. Un arrangement fut trouvé. Karim accepta avec reconnaissance. Il s'installa dans une minuscule pièce, un lit, une table, une chaise, de la dépendance qui avait autrefois servi de maison aux jardiniers. Il commença à travailler le lendemain. Claire supervisa d'abord ses travaux. Il travaillait avec une diligence impressionnante. Il ne se plaignait jamais. Il demandait toujours ce qu'il manquait à faire. Les conversations furent rares durant les premières semaines. Karim gardait une distance respectueuse. Mais Claire remarquait des choses, la façon dont il caressait délicatement les plantes, comment il s'arrêtait parfois, le regard vide, l'air dévasté, comment elle le surprenait parfois à trembler, non pas de froid, mais d'un mal-être intérieur. Tout a basculé durant la 3e semaine. Claire travaillait tard dans le jardin, triant des herbes à faire sécher. Il était 21 heures. L'obscurité régnait, hormis la lumière de la cuisine. Elle entendit un bruit. Il venait de la dépendance, pas vraiment des pleurs, un gémissement étouffé, comme quelqu'un qui essayait de ne pas faire de bruit. Elle hésita, puis elle s'approcha et frappa doucement. « Karim, tout va bien ?» Silence. Puis une voix rauque. « Oui, excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. »« Claire, puis-je entrer ?» Un long silence. « Oui. » Elle ouvrit la porte. Il était assis sur le lit, la tête entre les mains. Lorsqu'elle leva les yeux, elle vit des larmes sur son visage. Il les essuya rapidement. « Excusez-moi, je suis faible. » Claire s'assit sur une chaise. Pleurer n'est pas un signe de faiblesse, c'est humain. Qu'est-ce qui ne va pas? Karim hésita. Puis, comme si un barrage avait cédé, les mots jaillirent. Aujourd'hui, cela fait 2 ans, depuis que j'ai perdu ma famille. Ma femme Amira, ma fille Léla, 3 ans, mon fils Youssouf, 6 mois, bombardement à Alep. Je travaillais. Je suis rentré et il n'y avait plus de maison, seulement des décombres. J'ai trouvé des corps. Je les ai enterrés de mes propres mains. Sa voix s'est brisée. Claire a ressenti une horreur et une compassion immense. Mon Dieu, Karim, je suis tellement désolé. Il a poursuivi, les larmes aux yeux. J'ai quitté la Syrie ensuite. Je ne pouvais pas rester là où tout me la rappelait. Le voyage jusqu'en Europe a duré 1 an. Turquie, Grèce, Italie, France, enfin. J'ai fait une demande d'asile il y a 8 mois. J'attends toujours. Sans papier, je ne peux pas travailler légalement. C'est pourquoi j'accepte ce que je peux.
Vous êtes les premières personnes bienveillantes depuis longtemps. » Claire ne savait pas quoi dire. Les mots lui manquaient. Elle fit tout ce qu'elle put. Elle resta. Elle resta assise en silence pendant qu'il pleurait. Quand il se tut enfin, elle dit « Tu n'es pas seule. Quand la douleur deviendra insupportable, tu pourras venir me voir, n'importe quand. » Il parut surpris. « Même la nuit ?» Elle acquiesça. Même la nuit. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il prenne ça au sérieux. Mais 3 nuits plus tard, on frappa doucement à sa porte vers 11 heures. Claire, qui avait le sommeil léger, se réveilla. Elle ouvrit. Karim était là. « Désolé, je n'arrive pas à dormir. Cauchemar. Je croyais que tu avais dit... » Claire, c'est vrai. Entre. Risqué, oui. Un homme dans la chambre d'une nonne la nuit. Mais Claire faisait confiance à son instinct. Il n'était pas une menace. C'était une âme brisée en quête de compagnie. Ils s'assirent, lui sur la chaise qu'elle avait apportée du couloir, elle sur le lit. Ils parlèrent à voix basse pour ne pas réveiller les autres nonnes. Il parla d'Amira, de leur rencontre. Un mariage arrangé, mais ils étaient tombés véritablement amoureux. De Leila qui adorait chanter. De Youssouf qu'elle n'avait jamais vu marcher. Claire écouta, puis elle partagea son propre deuil. Son entrée au couvent à 20 ans, après la mort accidentelle de son unique frère. Ses parents la blâmèrent, ils venaient la chercher en voiture. Le couvent était un refuge contre la culpabilité. 38 ans, dit-elle. La moitié de ces années à me demander si j'avais fait le bon choix. Karim, tu as probablement aidé beaucoup de gens. Ce n'était pas vain. Claire, peut-être. Mais je l'ai aussi caché, à la vie, aux possibilités. C'était la première fois qu'elle l'admettait à voix haute. Les nuits secrètes devinrent la norme. 2 ou 3 fois par semaine, Karim rentrait tard. Claire le faisait entrer. Il parlait pendant des heures, de tout, de la guerre, de la foi, du deuil, de l'espoir, de la Syrie d'avant le conflit, belle, ancienne, vibrante, de la France, refuge, mais jamais foyer, des rêves brisés, et peut-être de nouveau. Claire savait que c'était dangereux. Si la situation était découverte, le scandale serait énorme. Un jeune homme dans la chambre d'une religieuse, nuit après nuit. Mais rien de physique ne se produisit, juste des conversations, un lien humain profond dont ils avaient tous deux désespérément besoin. Du moins, c'est ce qu'elle se disait. Octobre. Les conversations s'approfondirent. Karim l'interrogea sur sa vie avant le couvent. Claire parla de sa famille, qui ne lui avait jamais pardonné. D'un petit ami qu'elle avait brièvement eu à 19 ans. « Mon premier baiser, dit-elle en rougissant. Le dernier aussi. Je suis entrée dans l'ordre 2 semaines après la mort de mon frère. Je n'ai jamais rien connu d'autre. » Karim garda le silence. « Regrettes-tu de ne pas avoir vécu plus longtemps ?» se demanda Claire, sincèrement. « Oui, surtout maintenant, en voyant ta capacité à aimer si profondément. Amira a eu de la chance. Karim, j'ai eu de la chance aussi. 5 années de bonheur, courtes mais réelles, tu le méritais aussi. » Leurs regards se croisèrent. Un lien se tissa entre eux. Une nouvelle prise de conscience, plus qu'une simple amitié, de l'attirance. Claire détourna rapidement les yeux. « Il est tard. Tu devrais y aller. » Il partit, mais l'atmosphère avait changé. La tension monta les nuits suivantes. Les conversations étaient chargées de non-dits. Au moindre frôlement de leurs doigts, ils ressentaient une décharge électrique. Lorsqu'ils riaient doucement pour ne pas réveiller les autres, une intimité inappropriée s'installait entre eux. Claire savait qu'elle s'aventurait en terrain dangereux, mais elle ne pouvait s'arrêter. C'est Karim qui lui a donné son prénom en novembre. Claire. C'était la première fois qu'il utilisait un prénom sans titre. Je dois être honnête. Mes sentiments ont changé. Ce n'est pas qu'une simple amitié. Je ressens quelque chose de plus. Je sais que c'est impossible. Tu es une religieuse. Je suis une réfugiée. 30 ans nous séparent, mais je ne peux pas faire semblant. Un silence pesant s'installa. Claire prit une profonde inspiration. Je le sens aussi. Dieu me vienne en aide, mais je le sens. Mais Karim, on ne peut pas. Tu sais qu'on ne peut pas. Lui, pourquoi pas? Elle, pour toutes les raisons évidentes. Les vœux, l'âge, ta situation. Si on le découvrait, tu serais déporté, expulsé.
Et il y en a d'autres. Il s'arrêta. Lui, et quoi d'autre? Claire hésita. Tu portes un traumatisme immense, la perte de ta famille. Je ne sais pas si tes sentiments sont sincères ou s'il s'agit simplement d'un besoin de lien social au milieu de la solitude. Karim, j'y ai pensé, pendant des semaines. Ce n'est pas seulement la solitude, c'est toi, qui tu es, ta façon d'écouter, ta façon de comprendre, la façon dont tu me fais me sentir à nouveau humain. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Même si ces sentiments sont réels, que ferions-nous? Fuir ensemble ou aller? Toi sans papier, moi sans compétences pratiques. Comment survivrions-nous? Karim n'avait pas de réponse. Seulement, je ne sais pas, mais je sais que je ne veux pas faire semblant de ne rien ressentir. Les nuits continuaient, mais changeaient. Leur contact était plus fréquent. Leurs mains s'enlaçaient. Il caressait ses cheveux, qu'elle laissait pousser légèrement sous son voile. Elle touchait son visage. Les limites étaient testées, mais jamais franchies. Claire était en proie à un conflit intérieur, désir contre devoir, liberté contre sécurité. C'est en décembre qu'elle découvrit le grand secret de Karim. Un soir, elle était allée lui apporter du thé. Elle frappa, mais il ne répondit pas. Elle entra. Il dormait, mais était agité. Un vrai cauchemar. Il parlait arabe, visiblement perturbé. Sur la table, elle aperçut un passeport ouvert. Pas français. Syrien. Elle regarda. Elle n'aurait pas dû, mais elle regarda. Non, Karim Almassi. Date de naissance. Elle devina. Il n'avait ni 28 ni 30 ans. Il avait 38 ans. 10 ans de plus qu'il n'en paraissait. Mais ce n'était pas tout. Il y avait autre chose. Une feuille de papier sous son passeport. Un document médical, en français. Elle le lut. Diagnostic, glioblastome, tumeur cérébrale agressive. Pronostic, 6 à 12 mois. Date, août, il y a 4 mois. Claire sentit son monde s'écrouler. Karim était en train de mourir. Elle le savait depuis des mois. Elle n'avait rien dit. Puis elle comprit pourquoi il paraissait plus vieux, pourquoi il était si maigre, pourquoi certains jours, les tremblements étaient plus violents. Ce n'était pas seulement un traumatisme, c'était la maladie. À son réveil, elle était assise là, un document à la main. Il vit, il comprit, il se redressa lentement. Tu sais, sans question, une affirmation. Claire, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Sa voix était brisée. Karim, parce que je ne voulais pas qu'on me plaigne. Je voulais être normal, être vu comme un homme, pas comme un malade. Avec toi, j'étais Karim, pas une victime de guerre, pas un réfugié, pas un mourant. Juste Karim. Claire, combien de temps? Les médecins disent 6 mois environ, peut-être moins. Les tumeurs de ce type sont agressives. Ils m'ont proposé un traitement, mais il s'interrompit. Sans papier, je n'ai pas droit à la gratuité. Les soins privés coûtent des milliers d'euros que je n'ai pas. Et même avec un traitement, ça ne me donne que quelques mois à vivre, pas des années. J'ai décidé de vivre le temps qu'il me reste sans aller à l'hôpital. Claire sentit quelque chose se briser en elle. Alors, tu es venu ici pour mourir seul? Karim, je suis venu chercher la paix. Un jardin, un travail honnête, peut-être un peu de dignité à la fin. J'ai trouvé plus. Je t'ai trouvé, et les nuits passées à discuter avec toi ont été les meilleurs mois depuis la perte de ma famille. Merci pour ça. Claire n'a pas réfléchi. Elle s'est approchée du lit et l'a serré dans ses bras. C'était la première fois qu'elle l'enlaçait vraiment. Il lui a rendu son étreinte. Ils sont restés ainsi longtemps, puis elle a dit « Tu ne peux pas mourir seul, je ne le permettrai pas. » Lui, Claire, elle, « Non, je prendrai soin de toi, aussi longtemps que tu le voudras, mais pas en secret. Je parlerai à Françoise, je lui expliquerai tout, nous demanderons une aide médicale appropriée. Il existe des associations qui aident les réfugiés en soins palliatifs. » Karim pleura alors, non pas de tristesse, mais de soulagement, de ne plus être seul, d'avoir quelqu'un qui se souciait suffisamment de lui pour se battre même quand le combat était vain. Le lendemain matin, Claire alla voir Françoise.
Elle lui raconta tout, les nuits passées à discuter en secret, les sentiments qui s'étaient développés, le diagnostic de Karim. Françoise écouta calmement. À la fin, « L'aimes-tu » Claire hésita. « Oui. » Françoise. « Et t'aime-t-il » Claire. « Il dit que oui. » Françoise. « Alors le choix est simple, même si les conséquences ne le sont pas. Rester et prendre soin de lui à distance. Ou partir et être pleinement avec lui pour les mois à venir. » Claire connaissait la réponse. Elle demanda une dispense. La procédure prenait normalement des mois. Mais Françoise, expliquant les circonstances, un homme en phase terminale, un amour véritable, parvint à l'accélérer. 6 semaines. En janvier, Claire, à 59 ans, quitta l'ordre après 38 ans de service. Elle a emménagé dans une minuscule chambre avec Karim. Des organisations l'ont aidée. Des soins palliatifs gratuits grâce à une ONG pour réfugiés. Des médicaments contre la douleur. Du matériel médical en cas de besoin. Claire a appris à prendre soin de lui. Lors des crises, quand la douleur devenait insupportable, quand la peur la submergeait, mais ils vivaient aussi ensemble, des promenades quand il en avait la force, des dîners simples, des conversations qui se prolongeaient jusqu'au petit matin. Et oui, l'intimité physique. À 59 ans, Claire a connu l'amour physique pour la première fois. Ce n'était pas parfait, son corps le lâchait, mais c'était réel, humain, précieux. L'état de Karim s'est dégradé en mars. En avril, il se levait à peine. En mai, il a été admis dans un centre de soins palliatifs. Claire était constamment à son chevet. Il est décédé en juin, 10 mois après leur arrivée au couvent et 6 mois après le départ de Claire. Ses dernières paroles, « Merci pour ces nuits, merci de m'avoir vu, merci de m'avoir aimé alors que je n'en avais aucune raison. Claire, tu avais absolument raison. Tu m'as montré qu'il n'est jamais trop tard pour vivre, même quand le temps est compté. » Après sa mort, Claire resta à Bordeaux. Elle travailla dans un hospice, aidant les autres comme elle avait aidé Karim. À 61 ans, elle se remémorait le passé sans regret. Les nuits secrètes partagées avec ce jeune homme qui gardait le secret de sa mort imminente avaient été plus précieuses que 38 années d'une vie rangée, car ils avaient vécu pleinement. Ils s'étaient aimés sincèrement. Et ils avaient éprouvé que parfois, une fin proche était une raison de recommencer, non d'abandonner. Karim avait 6 mois. Il avait choisi de vivre pleinement. Claire avait 58 ans et pensait que sa vie était terminée. Il lui montra qu'elle ne faisait que commencer. Les nuits secrètes n'étaient pas un scandale, elles étaient un salut partagé. Et c'était tout ce qui comptait.